Dans ce premier épisode de Destin, avec le grand reporter Martine Laroche-Joubert, la journaliste emblématique revient aux origines de son histoire. Née en 1947 à Tartas dans les Landes, rien ne la prédestinait à devenir l'une des plus grandes reporters de guerre française de notre époque. Et pourtant, c'est là que son destin l'a menée. Épisode 1, aux prémices de la liberté. Je suis un journaliste, grand reporter. Reporter, j'y tiens beaucoup, parce que je ne suis pas une journaliste de plateau. Moi, ce que j'aime, c'est le terrain. Donc, moi, j'ai l'impression que je suis la somme de tous les reportages que j'ai pu faire dans ma vie. Le reportage, c'est ce qui me structure. C'est ma colonne vertébrale. Je suis née le 7 mars 1947 à Tartas dans les Landes, une petite ville assez paumée au milieu de la forêt. Je suis née là. Mon père n'était pas là parce qu'il était dans sa deuxième année de l'ENA. Voilà, mes parents s'étaient mariés un an auparavant. Ma mère, elle avait passé son bac, elle aurait voulu faire des études de médecine, et puis son père n'a pas voulu qu'elle aille à Bordeaux toute seule, donc elle est restée dans les Landes, à Tartas, et elle s'est mariée avec le garçon qui habitait en face de chez elle. Voilà. Mon père, qui donc avait fait Sciences Po à Paris, et puis qui était à l'ENA, l'école venait juste d'être créée. Après l'ENA, il a été envoyé en une sorte de stage au Maroc. Alors, il faut dire que mon père aurait aimé être inspecteur des finances. C'était un diplomate, il avait un sale caractère, donc je ne suis pas sûre qu'il ait été un excellent diplomate. Et donc, il a été envoyé au Maroc. À ce moment-là, le Maroc était sous protectorat de la France et il était chargé d'améliorer l'administration traditionnelle du Maroc. Alors, la première année, en 1951, j'avais 4 ans. Mes parents sont partis seuls parce que, je sais pas, ils avaient peut-être peur pour ma santé, pour le Maroc. Enfin, je ne sais pas exactement. Donc, ils m'ont laissé chez mes grands-parents à Tartas et je les ai rejoints plus tard dans un tout petit village à l'époque qui s'appelait Chichaoua et qui vraiment, pour moi, représente le paradis perdu. Je voyais les montagnes de l'Atlas au loin, j'avais une impression d'être dans le désert. Il y avait les cigognes qui arrivaient l'hiver dans les palmiers. Et j'avais une sensation extraordinaire de beauté et de liberté. C'est une terre qui est berbère et le soir, quand je m'endormais, j'entendais tous ceux qui parlaient berbère. Je m'endormais avec ce son-là. Il y avait souvent des très grandes fêtes parce que mes parents connaissaient le glaoui de Marrakech, une sorte de pacha. Rien que le mot glaoui, moi, ça me faisait vraiment rêver. Et je me souviens de chevaux, de cavalcades, d'odeurs. C'était pour moi tout simplement extraordinaire, magique. Voilà, ça a été une première année extraordinaire. Mon frère Vincent est né en février 51, donc ma mère a accouché à Marrakech et j'ai rejoint mes parents sur un camion, une sorte de pick-up où l'arrière était décapoté et j'étais avec ma tante et il y avait le vent de l'Atlas comme ça dans mes cheveux et cette sensation assise dans le camion à l'arrière, même aujourd'hui, je peux la ressentir très précisément, cette sensation de vent, de liberté qui était tellement, tellement intense. En revanche, je ne me souviens pas du tout de l'arrivée à la clinique où était mon frère qui venait de naître. Je n'avais pas spécialement de sentiment maternel, disons. Je me souviens juste qu'il avait un pied à l'envers. Ça me fascinait assez. Mais voilà. Donc ce camion, comme ça, là, je me suis dit, c'est une sorte d'un maximum d'intensité que je pouvais ressentir. Après, mon père a été envoyé à Rabat et à Casablanca.
Et là, j'ai détesté. J'étais petite, mais je ne comprenais pas ce que nous, les Français, on faisait là. Je comprenais pas. Je pouvais pas poser le mot de racisme parce que je ne le connaissais même pas, mais j'avais cette sensation-là et je ne pouvais en parler à personne. Je comprenais pas pourquoi dans mon école de religieuse, il n'y avait pas de marocaine. Je comprenais pas pourquoi moi je ne parlais pas arabe. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'on faisait là. Je trouvais ça injuste envers, par exemple, le cuisinier que mon père de temps en temps mettait en prison parce qu'il buvait. Je comprenais pas. Je me souviens juste d'une odeur qui me plaisait, c'est quand je revenais de l'école, il faisait des méchouis, et voilà, c'était une odeur aussi que j'aimais. Mais j'ai détesté ces années à Casa et à Rabat avec les amis de mes parents qui étaient dans des belles maisons. Moi, je me sentais moche, je me sentais mal habillée et toujours cette impression de ne pas être à ma place. J'étais complètement décalée. Je me suis réfugiée très vite dans les livres. Ça, mon père m'a toujours acheté des livres. Donc à l'époque, j'ai appris à lire très très tôt. Je lisais La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Je martyrisais mon frère qui était né entre-temps. Je le déguisais en Sophie et moi en Madame Fichini. Et donc je le battais. Et je lui disais, mais je suis obligée, c'est dans l'histoire, Vincent. Et mon père disait à mon frère, un jour tu seras plus grand qu'elle. Et elle pourra plus faire ça. Puis après, il y a un autre frère qui est né, puis ma sœur. Donc j'étais l'aînée de 4. Et franchement, pour moi, ça me pesait, tous ces enfants derrière, dont il fallait que je m'occupe. Je me souviens, ils avaient tous attrapé la diphtérie, sauf moi. Il fallait que je m'en occupe et tout ça. Tous ces frères et sœurs, c'était plutôt un fardeau qu'autre chose. Donc ce sont des années que je n'ai pas aimées. Et quand on a quitté le Maroc en 56 en bateau, mon père m'a dit « Regarde les côtes du Maroc, c'est peut-être la dernière fois que tu les vois. » En réalité, non, je suis revenue très souvent au Maroc. Et Marrakech, pour moi, reste figé dans les années 50. Dans les années 50, il y avait très peu de touristes. Mon frère est né à Marrakech. Mes frères et sœurs sont nés au Maroc. Marrakech, c'était pour moi aussi un endroit merveilleux avec ses murailles rouges. Je m'en souviens tellement précisément des odeurs, des senteurs et tout ça. Et voilà, et à Casa et à Rabat, tout a disparu brusquement. Je suis revenue en France en 1956, c'était la fin du protectorat de la France au Maroc. Le roi Mohamed V a repris les rênes du pouvoir. Et la première année, nous l'avons passée à Villemomble, dans le 93. Et je garde un assez bon souvenir de cette première année, et surtout à Villemomble. Je ne sais pas trop pourquoi, j'étais toujours chez les sœurs, moi j'ai toujours été chez les sœurs. Je me souviens quand même, quand je suis arrivée à Paris, on est arrivé par la rue de Rivoli, et je me souviens de la vision de la place de la Concorde, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. L'obélisque, c'était quelque chose aussi, j'ai eu un coup de foudre, voilà. J'ai eu un coup de foudre pour l'obélisque, et chaque fois que je passe devant, je n'habite pas très loin, je me souviens de cette sensation que j'ai eue enfant en voyant l'obélisque. Voilà, je trouvais ça magnifique. Je rêvais d'aller dans le métro, et je n'y allais pas, et c'est pour ça que le métro, j'aime bien. Maintenant, toujours, parce que justement, je pouvais pas y aller à l'époque. Donc, je voyage beaucoup en métro. Je retrouve une sensation d'enfance quand je vais dans le métro. Donc, j'ai vécu là. Et puis après, mes parents avaient acheté un appartement à Saint-Cloud. J'étais en 6e à ce moment-là. Je suis allée pendant 1 an habiter chez des gens très gentils qui habitaient Garches, et dont la fille, d'ailleurs, est devenue religieuse. Je baignais comme ça dans un milieu très religieux. Ça ne me gênait pas trop. J'avais une foi, de temps en temps je croyais, de temps en temps je ne croyais pas. Mais après, je suis allée habiter Saint-Cloud parce que mon père, et pour moi, ça c'était vraiment terrible. Comme il était furieux d'être diplomate, il leur avait dit à Paris, au Quai d'Orsay, qu'il ne voulait pas être en poste à l'étranger. Il avait horreur de la vie d'ambassade, des mondanités, et tout ça. Donc il leur avait dit, voilà, moi je resterai à Paris, mais je ferai des missions. Et j'étais absolument anéantie parce que je voyais les amis de mon père qui partaient pour des noms qui me faisaient rêver. La Colombie, le Chili. Et moi, j'étais à Saint-Cloud, dans l'institution Saint-Pie X. C'était pas possible.
J'étais sidérée de devoir, moi, rester à Paris, tandis que j'entendais parler de tous les amis de mon père qui partaient. Mais mon père, il s'est obstiné, et toute sa vie, quand je le voyais partir pour des missions courtes, je me disais, mais c'est pas possible que moi, je sois obligée de rester, quoi. Voilà, non. Mon père était très, très, très sévère pour mes études. Il me disait, il faut que tu fasses des études au cas où tu deviendrais veuve. Alors, la perspective de faire des études pour devenir veuve, enfin pour trouver un métier, bon. Mais ma vie était tellement terne à Saint-Cloud, tellement ennuyeuse, ça m'intéressait tellement peu que très vite je me suis réfugiée dans les livres et dans le cinéma. Je lisais beaucoup. Tout ce qui me tombait sous la main, hein. Ça allait du Club des 5 à Gide, à Oscar Wilde, à Autant en emporte le vent, Balzac, Zola. Tout ce qui me tombait sous la main, je lisais. Et il y avait un petit cinéma à Saint-Cloud et j'allais voir tous les films de Brigitte Bardot, Le pont de la rivière Kwai, La révolte des samouraïs. Je me souviens très très bien, j'adorais aller au cinéma. Je disais pas à mes parents, hein. Et puis après, je prenais le train, j'allais à Saint-Lazare. Il y avait des petits cinémas à côté, donc je continuais comme ça à aller au cinéma en cachette. Pour les mains. Plutôt mourir. Comme tu veux. Quand j'ai eu 14 ans, avec une amie, on allait dans une boîte l'après-midi, c'était le mercredi après-midi, le jour du congé, et on allait dans une boîte qui était sur les Champs-Élysées, à côté du Normandie, qui ouvrait l'après-midi. Donc on allait là, et puis on rentrait à toute vitesse pour prendre le train à la gare Saint-Lazare. Je n'aime pas les gares, sauf la gare Saint-Lazare, parce que toujours pour moi, elle est synonyme de liberté. J'échappais à mes parents. À l'école, chez les sœurs, je ne me souviens pas d'une minute où je ne me sois pas ennuyée. Je m'ennuyais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après le bac, mes parents voulaient me mettre à Sainte-Marie-de-Neuilly pour faire une sorte de prépa première supérieure et tout ça. L'idée de me retrouver encore chez les sœurs à 17 ans, ça pour moi c'était insupportable. Heureusement, il y avait un examen d'entrée. J'ai mis n'importe quoi. J'ai fait des fautes d'orthographe à tous les mots volontairement. Donc, j'ai été recalée. Mes parents étaient absolument sidérés. C'est très bien. Ils étaient complètement découragés par moi. Du coup, j'ai fait du droit parce que, voilà, on fait du droit quand on sait pas quoi faire. Ça m'a pas intéressé du tout. Puis j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Patrick Laroche-Joubert. On était ensemble dans la même fac de droit. Tout de suite, quand j'ai vu Patrick, je me suis dit, ce garçon-là, je le connaîtrai toute ma vie. Voilà, il y a des gens comme ça, enfin il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais lui, je me suis dit, toute ma vie, je vais le connaître. Donc on était ensemble dans les cours, souvent on était envoyés à la porte, Laroche-Joubert et Gabarra à la porte. Gabarra, c'est mon nom de jeune fille, donc parce qu'on parlait tout le temps. Et pendant les examens, G et L, il travaillait beaucoup plus que moi, donc j'essayais de copier sur lui et j'arrangeais ça mieux, donc j'avais toujours de meilleures notes. Il était furieux. C'était mon meilleur ami, il est toujours mon meilleur ami. Je me suis mariée avec lui quand même beaucoup pour échapper à mes parents. J'aimais beaucoup Patrick, mais je ne voulais absolument plus habiter avec mes parents, qui étaient des gens sévères, stricts, très traditionnels. Trop, beaucoup trop pour moi. Je n'aimais pas habiter avec eux. Je n'ai jamais aimé ça. Donc je me suis mariée avec Patrick. À ce moment-là, donc j'étais en deuxième année de Sciences Po, que j'ai plus tard redoublé parce que j'ai eu Alexia, donc j'ai eu un enfant. Je voulais pas spécialement avoir un enfant, ni ne pas en avoir. Elle est arrivée comme ça. Et j'ai trouvé ça... je m'étais tellement occupée de mes frères et sœurs que je ne ressentais pas vraiment le besoin de m'occuper d'un enfant. Mais Alexia est arrivée, elle est née en 69. Je me souviens qu'à la clinique, elle était toute petite, elle était minuscule. À la clinique, au bout d'une semaine, ils me l'ont rendue et ils m'ont dit « Oh là là, elle réveille tous les enfants la nuit, alors là, c'est pas possible. » Ah bon, d'accord, pauvre petit chou. Donc, je l'ai prise avec moi. Comme elle était très petite, je me souviens, elle devait porter un lange, pas du tout un truc simple. Hein. Avec Patrick, on essayait d'accrocher ça, le lange tombait tout le temps. Elle ne nous a jamais réveillés la nuit. Jamais, jamais, jamais. Elle était d'une sagesse absolument incroyable. Voilà, donc je savais pas très bien ce dont elle avait besoin. J'ai appris quand même pas mal de choses avec elle parce que je me suis occupée beaucoup de ma sœur, mais quand elle était un peu ado, je l'avais emmenée voir mes 68 par exemple, quelque chose comme ça. Un bébé, bon, je savais pas trop, donc Patrick et moi on a appris. Puis j'ai fait Sciences Po.
Parce qu'à l'époque, si on avait une mention en 3e année de droit, on pouvait rentrer directement en 2e année de Sciences Po. Donc j'ai fait Sciences Po où je me suis ennuyée pareil. Voilà, vraiment pareil. En plus, j'avais déjà un enfant, j'étais mariée. Donc je m'occupais de ma fille, j'allais aux cours obligatoires à Sciences Po. Tout ça, ça m'ennuyait horriblement. La seule chose, je pensais pas du tout devenir journaliste, mais j'ai toujours adoré lire les journaux. Tous les jours, j'achetais les journaux, je lisais. Je me souviens, j'étais très frappée à cet âge-là par les éditos de Françoise Giroud. Elle n'était pas du tout reporter, hein, elle faisait des éditos de Paris, mais je trouvais que ces éditos, ces phrases ressemblaient à des petits missiles. Bing, bing. Chaque fois, ça tapait fort, ça tapait juste. Donc, je lisais les journaux, je lisais des livres, tout le temps. Je m'occupais de ma fille du mieux que je pouvais, probablement pas très bien parce que j'étais trop jeune pour avoir un enfant. Alexia, c'est pas elle du tout qui m'a empêchée de travailler davantage, parce que je travaillais ce qu'il fallait travailler ou ce que j'avais envie de faire, je le faisais. Elle m'empêchait pas de lire les journaux, elle était tellement sage. donc voilà. Et j'ai jamais aimé tellement sortir le soir. J'ai jamais été une fêtarde. De temps en temps quand même avec Patrick, on allait chez Castel, on l'emportait d'ailleurs toujours avec nous dans un petit panier, et puis il nous est arrivé de la laisser dans le vestiaire de Castel, voilà, donc où tout le monde la connaissait. Donc c'est assez différent, je crois, de la manière dont les parents élèvent leurs enfants aujourd'hui. J'ai certainement été plus sévère avec elle peut-être qu'avec son frère, mais c'est pas du tout la même éducation. Je la laissais pousser, Alexia, et je la regardais pousser. Et au fond, j'intervenais assez peu sur son caractère, sur ses manières. Je m'en sentais pas le droit, d'ailleurs. Quand elle est allée à l'école, elle est allée en maternelle, ça allait à peu près. Et à la fin du CP, ils m'ont dit « Ah non, elle sait pas lire, il faut qu'elle redouble. » Quoi ? Redoubler déjà le CP ? Alors là, il n'en était pas question. Une seconde, alors vraiment une seconde qu'elle redouble. Donc je lui ai appris à lire pendant les vacances. Ça a été très dur avec Alexia. Peu et A, elle me disait mi. Alexia. Donc voilà, j'avais mis les lettres partout dans sa chambre. Donc, je lui ai appris à lire pendant les vacances. Elle disait pas terrible, même au bout de 3 mois. Et elle a passé un examen d'entrée qu'elle a réussi de justesse. Et on a découvert qu'elle était dyslexique. Donc toute sa vie, Alexia a lutté contre la dyslexie, et même petite, c'était quelqu'un qui devait travailler 10 fois plus que les autres pour un résultat passable. Mais j'ai essayé de l'accompagner du mieux que j'ai pu, mais certainement avec pas mal d'erreurs, parce que j'étais trop jeune, j'étais pas construite, il fallait que je me construise moi-même, il fallait que je me trouve un métier, donc j'étais assez préoccupée par moi-même, et certainement plus que je ne me préoccupais d'elle. Et voilà, je vivais comme ça. Et puis après Sciences Po, j'ai commencé à faire du théâtre, à suivre des cours de théâtre. J'avais 23 ans et je me suis inscrite à un cours d'abord chez un vieux russe, à Licroussel. Et puis après, moi, je suis allée dans le cours de Jean-Laurent Cochet. Il a été le professeur de Depardieu, de Lucchini. Moi, j'ai rencontré Lucchini chez Jean-Laurent Cochet, qui ressemblait tout à fait à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire très volubile, très gai, déjà avec les fables de La Fontaine, avec comme ça cette espèce de drôlerie, d'aplomb. On a tout de suite senti qu'il allait réussir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de revisiter les textes classiques d'une manière moins académique que chez les sœurs de Saint-Pédis. Et ça m'apprenait des choses. Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi répondre de mes sentiments ? C'est la première phrase de « On ne badine pas avec l'amour ». Donc voilà. Et ça, cette phrase-là, Jean-Laurent Cochet nous la faisait répéter avec plein d'intonations pour que l'on sente bien ce que voulait dire Musset. Mais j'ai eu des petits rôles, mais vraiment minuscules, au cinéma, un peu de la figuration intelligente. Quand j'avais une phrase, en général, elle était coupée au montage. Franchement, j'avais pas le feu sacré, voilà. Je voyais souvent des filles ou des garçons, dès qu'ils montaient sur scène, il se passait quelque chose. Avec moi, c'était les montagnes russes. De temps en temps, j'étais bonne, de temps en temps, j'étais mauvaise. Ça dépendait un peu de mon humeur, de ce que j'étais ce jour-là. Et j'avais pas le feu sacré. Je le faisais en amateur. Et ça, on peut pas faire du théâtre ou du cinéma en amateur. Il faut avoir quelque chose en plus, quoi. Il faut vraiment le vouloir. Donc, voilà, je traînais un peu comme ça, sans réussir.
Après le théâtre, donc je ne gagnais pas ma vie, et c'est Patrick qui m'a dit, écoute, tu peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai dit, oh, tu crois? Parce que moi je lisais toujours, je m'ennuyais pas, je voulais reprendre des études de philosophie, et continuer le théâtre en me disant que peut-être qu'un jour je finirais par percer et tout ça. Il m'a dit, non, franchement là c'est pas possible. J'ai pensé à un métier pour toi, journaliste. Ah, je lui dis, non, pas journaliste. Il me dit, si. Et il me dit, écoute, il y a un journal qui vient de se créer, c'est le Quotidien de Paris. Il me dit, ils ont certainement besoin de journalistes mal payés, mais diplômés. Vas-y. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saison de Destin consacrée à Martine Laroche-Joubert. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry. Réalisation, Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.